Bonjour à tous, pour cette réunion donc avec Christian Buzon, organisée par l'association des libéraux sociaux et le Café Liberté. Je suis Xavier Driancourt, j'organise le Café Liberté depuis une douzaine d'années. C'est une réunion qui la plupart des années s'est réunie chaque semaine et qui depuis 2 ans maintenant se réunit une fois par trimestre ou une fois par mois suite à quelques heureux événements familiaux me concernant notamment. Et donc c'est une réunion qui est dédiée aux libertés. Une réunion dans un... Parle plus fort, le micro marche pas. Le micro marche pas. Mais il n'y a pas d'amplification, le micro c'est pour l'enregistrement. Donc le Café Liberté est une réunion associative en lien avec tout un tas d'autres associations de la mouvance libérale. C'est une association une réunion non politicienne. Il n'y a jamais de distribution de tracts politiques, mais on aborde des sujets politiques. Et en défense des libertés, en recevant des orateurs de toutes tendances, mais principalement libéraux. Voilà, de même, la plupart de nos participants sont libéraux, mais on a aussi des participants réguliers d'autres tendances qui témoignent de la bonne qualité de nos débats. Donc, je vais donner la parole à Pierre Godichaud, qui va nous présenter l'association des libéraux sociaux et également nous présenter l'orateur de ce jour. Le micro marche pas. Je m'appelle Pierre Godichaud, donc j'ai créé il y a quelques années une association qui s'appelle l'Association libérale et sociale. C'est une association, par contre là c'est une association à but politique. Alors une association libérale, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que c'est un mouvement qui reconnaît l'économie de marché, l'efficacité de l'économie de marché, de la concurrence, et qui pense que la concurrence est le meilleur moyen d'obtenir l'optimum économique. Ensuite, le mouvement est national, dans le sens où je pense qu'en même temps qu'il faut avoir la prospérité économique, il faut aussi maîtriser l'ordre dans le pays, ce qui n'est pas forcément toujours assuré actuellement, et également contrôler très sévèrement l'immigration. Enfin, nous avons actuellement 3,5 millions de chômeurs, et je ne vois pas comment on peut s'en sortir, comment on peut réduire le chômage sans arrêter l'immigration au moins pendant plusieurs années. On ne voit pas le temps qu'au moins tous les chômeurs trouvent un emploi. Et ensuite social, parce que je pense que malgré tout, s'il faut diminuer la part du social dans le composé, si vous voulez, économique et social, il faut tout de même malgré tout que les plus faibles puissent tout de même malgré tout vivre. Et on n'est pas certain qu'en économie de la concurrence pure et parfaite, tout le monde puisse s'en sortir, quoi. Donc je garde un filet de sécurité pour disons les 15% les plus pauvres, quoi, en gros. Donc, et d'autre part, social, c'est aussi essayer de se battre pour l'égalité des chances également, pour permettre aux enfants des milieux les plus défavorisés d'atteindre l'excellence en fonction de leur capacité. Si un fils d'ouvrier peut faire Polytechnique ou Centrale, lui donner les moyens de le faire, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la présentation de l'association libérale et sociale, quoi, à grands traits. Voilà. Ensuite, je vais présenter l'orateur, l'invité. Donc l'invité de ce soir est un ingénieur agronome et docteur en agronomie. Après quelques temps passés comme chercheur à l'INRA, il a créé sa propre société, GES, qui veut dire Global Environment Service. Enfin, je ne suis pas très bon en anglais. Une société spécialisée dans les études et le conseil sur l'eau et l'environnement, pour les industriels, les collectivités et les agriculteurs. Cette société emploie près de 60 personnes. Parallèlement, il a créé l'ISTES, ce qui veut dire l'Institut scientifique et technique de l'environnement et de la santé, dont il est le président. Alors c'est une association loi de 1901 qui a pour objectif de lutter contre la désinformation en matière environnementale.
En effet, la vague écologiste submerge tout et aucun recoin de l'activité humaine n'y échappe. Les écologistes, dont certains n'ont jamais mis les pieds dans une ferme, prétendent dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire, le tout sur le ton de la vérité révélée. Donc, en tant que responsable de l'ALS, donc au mouvement, je tiens à donner la parole aux scientifiques de haut niveau pour éclairer un débat qui est impossible dans les médias, qui sont toujours à sens unique. Les Français doivent savoir la vérité, et pour cela, tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Merci. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir M. Christian Buzot. Alors, d'abord, je remercie l'association libérale et sociale et Café Liberté de m'avoir invité pour aborder un sujet qui m'est cher. Donc, quelle agriculture, quel lien avec l'écologie, quelle compatibilité. Donc j'ai prévu une quarantaine de diapos, donc une grosse demi-heure. On va initier la réflexion, le débat, lancer différentes pistes. J'ai fait un sommaire sur la page d'après, si tu peux me le... Voilà. Donc on va parler un peu de, déjà, planter le décor, des activités agricoles, des productions qui sont assurées et d'un état des lieux actuel. On va parler des bases de l'agriculture raisonnée, de la nécessité de la fertilisation, qui aujourd'hui est complètement dénigrée et oubliée, fort injustement, vous le verrez. On va parler aussi des traitements phytosanitaires, de leur intérêt, de leur nécessité, brièvement des modalités d'homologation pour la mise sur le marché, et on abordera la question du glyphosate également. Après avoir vu un peu les quelques bases de l'agronomie, on abordera tout ce qui est tendance, à savoir l'agroécologie qui regroupe l'agriculture biologique, organic farming des anglo-américains, l'agriculture biodynamique et puis aussi ce dont vous avez entendu parler sûrement, la permaculture. Ça c'est très tendance aussi. Bon, je ne m'étendrai pas sur la biodynamie, s'il y a des questions je vous répondrai, mais je ne voulais pas non plus vous assommer. Pour illustrer les dysfonctionnements réglementaires sur des fausses bases écologistes, j'illustrerai cela par la directive européenne de 1991 qui veut faire une lutte contre les nitrates. On verra le sujet des nitrates, nitrate et la santé, le nitrate et l'environnement. Et qu'est-ce qu'il faut en penser de cette directive qu'on est incapable de corriger une fois qu'elle est éditée et votée. Et puis après, il y aura quelques réflexions sur écologie, agriculture, réponse un peu à l'écologisme dans lequel nous baignons, sans que jamais, effectivement, on ait la chance de pouvoir correctement revenir, contester, débattre et s'inscrire en faux devant des affirmations répétées qui n'ont que leur répétition pour base. Et puis derrière, j'essaierai de répondre aux questions, il y aura un petit débat, il n'y a pas de souci. En 40 minutes, je n'épuiserai pas le sujet, donc j'irai forcément assez vite. Il y a peut-être des choses qui vont vous étonner. Je ne cherche pas à étonner, je cherche juste à dire ce que je crois avoir compris et de vous l'expliquer. Après, ça pourra étonner par rapport à tout ce qu'on entend, notamment l'éminente Élise Lucet qui fait toujours du CQFD. Bon, moi je suis l'anti-Lucet. Je décerne d'ailleurs très souvent le prix Élise Lucet à un certain nombre de journalistes qui ne cherchent qu'à démontrer ce qu'ils ont comme a priori. Alors, qu'est-ce que c'est que la France agricole à grands traits, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quand même il en faut un petit peu, parce qu'on mange tous, on mange bien, et pour pas cher, et sain. Donc en gros, il y a 30 millions d'hectares qui sont cultivés, il y a 450 000 agriculteurs encore, et c'est des gens qui vivent très chichement. Le revenu moyen, c'est 1250 € par mois. Donc c'est vraiment des petits revenus. Alors, il y a des exceptions, il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie en vendant du vin ou certains produits, mais
la plupart des agriculteurs, c'est quand même une vie ingrate, laborieuse et très peu rémunérée. En gros, le chiffre d'affaires de l'agriculture française tourne autour de 73 milliards d'euros, toute production confondue. Donc on produit des végétaux. Alors les végétaux, je le dirai après, c'est la base de tout, hein. C'est la première production qui utilise la photosynthèse en utilisant le gaz carbonique de l'air. Encore heureux qu'il est là, puis quand il y en a plus, ben, ça produit plus. Mais on y reviendra sûrement sous forme de question. Donc production végétale, beaucoup de céréales, on a du pain là, bon, ben, c'est des céréales, hein, des oléagineux, de la betterave, des fruits, des légumes, de l'arboriculture, des vignes. Bon. Et puis on a aussi des productions animales, hein. Des productions animales avec beaucoup de bovins, avec beaucoup d'ovins, beaucoup de porcs et énormément de volailles. Diapo d'après. Donc là j'ai donné quelques quantités, hein, 70 millions de tonnes de céréales, essentiellement du blé, plus de la moitié, et sinon de l'orge, de l'escourgeon pour faire du malt et de la bière, et puis du maïs, etc. Les cultures industrielles, c'est surtout la betterave, les oléagineux, et puis des pommes de terre. Il y a quand même 7 millions de tonnes de pommes de terre. Ça vous tombe sur le pied, ça fait un gros effet. On a 3,5 millions de tonnes de fruits, 5 millions de tonnes de légumes qui sont produits par an, bon an, mal an. Hein. On a 7,5 millions de bovins, du moins des gros bovins, soit pour le lait, soit pour la viande. Et on produit 25 millions de tonnes de viande bovine, un peu moins d'1 million de tonnes de viande d'agneau et de moutons. En lait, 23 milliards de litres de lait. La France est une des plus grands producteurs de lait au niveau européen. En porc, on produit 2,8 millions de tonnes et en volaille, 1,8 million de tonnes. Vous voyez, il y a énormément d'activités, il y a énormément de production. Et ça, ben, c'est ce qui constitue l'essentiel de notre alimentation. Et donc, c'est important de le rappeler, quoi. Ça existe, ça fonctionne. La plupart de la production est marchande, loyale, commercialisable. Et c'est ce qui fait quelque part notre richesse, quoi. Diapo d'après. Donc, tout est correctement assuré aujourd'hui. Mais on vient de loin. On vient de l'époque où l'homme chassait, cueillait pour se nourrir. Il ne se nourrissait pas tous les jours. Je vous invite d'ailleurs à lire les ouvrages de Jean-Marie Bourg, qui est membre de l'Académie de médecine et qui est un ami, qui a écrit énormément de choses sur l'histoire de l'alimentation. On a connu des disettes, on a connu des famines. En Europe, l'Irlande a été la dernière à s'affranchir du déficit alimentaire. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est quand même relativement confortable. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est d'abord dénigrée en oubliant tout ce qu'elle nous apporte et la facilité qu'elle nous donne de vivre. On a domestiqué les animaux, parce que courir après la bête pour la traire, c'est pas très commode, hein, mais on n'est pas sûr de pouvoir faire du fromage. Mais si on l'a apporté, ben oui, ça va être beaucoup plus facile. On a sédentarisé, parce qu'avant on était nomade, hein, maintenant on ne l'est plus. On a défriché, aménagé des champs pour pouvoir produire. On a développé la connaissance des animaux, la protection vétérinaire, on sait soigner les animaux, on sait les vacciner, on sait... Donc, la santé animale va beaucoup mieux que 100, 200 ou 300 ans, et je ne parle pas du Moyen-Âge. On a mécanisé les travaux, hein, plutôt que d'avoir des labeurs exténuants, ben, on a des moteurs. Hein. Au début des années 50, les économistes, les commentateurs se posaient la question est-ce qu'il y aura un tracteur dans toutes les fermes? Ben, la réponse, on l'a, quoi. Hein. C'est-à-dire que, vu la pénibilité d'entretenir un cheval qui ne soit pas malade et qu'il faut lui donner à manger, et puis qu'il ait de la force et envie de faire le travail, etc., ben, un moteur, ça va très bien aussi, quoi. Et un tracteur, ça va très bien. Et dans la plupart des fermes, il y a 2, 3, 4 tracteurs pour différents usages. Il y a eu d'énormes travaux de sélection et d'amélioration des plantes pour arriver donc à avoir des plantes résistantes à un certain nombre de maladies, productives, intéressantes,
dans les récoltes obtenues. On a appris la fertilisation j'y reviendrai, parce que autrefois les élèves du certificat d'études avaient l'essentiel de l'enseignement. Aujourd'hui, un bac plus 7, il ignore et il est contre. Et on y reviendra. Alors, non, s'il te plaît, la diapo d'avant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis 40 ans, les rendements ont augmenté. Pour les céréales, c'est en moyenne 1 quintal tous les ans. Autrefois, dans les années 60, quand on avait 50 quintaux sur les céréales, c'était bien. Aujourd'hui, c'est 90. Donc, il y a eu une augmentation des rendements sans perte de qualité. Donc, c'est intéressant de savoir que tous les efforts de l'agronomie, des agriculteurs, des techniciens agricoles, de la recherche agronomique, ont contribué à une indépendance alimentaire, à une satisfaction de nos besoins alimentaires, avec la variété des produits, et donc des produits sains et qui ne posent pas de problème au niveau de la santé. Diapo d'après. On a aussi amélioré la protection des végétaux, ce qu'on appelle les traitements phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, ce qui permet un allègement des charges de travail, parce que biner à la main les champs, c'est fatigant, et les gens à 40 ans, ils sont pliés en deux et très fatigués. Et puis, surtout, jamais oublier que les produits phyto servent aussi et surtout à la conservation des récoltes. Sinon, l'essentiel des récoltes serait détruite et ne serait pas à disposition des hommes ou de leurs animaux d'élevage. Il y a eu énormément d'efforts de fait dans l'efficacité des transformations agroalimentaires pour aboutir à des produits, certes industriels souvent, mais tout à fait comestibles et plein de qualité et de garantie. On a assuré la conservation, on a assuré les circuits de distribution. Tout ça, ce sont des efforts qui sont faits à bas bruit, mais qui font que notre accès à l'alimentation est très sain, très fiable et globalement tout à fait satisfaisant. Donc c'est des produits qui sont contrôlés, à un prix accessible. Autrefois, on vivait pour gagner de quoi casser la croûte. Aujourd'hui, non. C'est à peu près 10% des revenus qui sont mis dans... 10% pour un salaire médian qui sont mis dans l'alimentation. Donc c'est quand même très accessible. Au passage, il n'y a quasiment pas d'intoxication alimentaire. Alors certes, il y en a une il n'y a pas très longtemps dans un EHPAD. Vous avez remarqué qu'on ne sait toujours pas la cause. Il paraît qu'il broyait la bouillie pour des gens qui avaient du mal à mastiquer. Mais on ne sait pas vraiment la cause. Mais ceci étant, c'est toujours très malheureux, évidemment, quand il y a des victimes ou des gens qui sont malades, mais ça représente un nombre infime. Si on avait les statistiques sérieusement faites d'il y a 30 ou 40 ans, on serait bien supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui. Ce qu'on achète dans tous les types de magasins, y compris chez les discounters, on sait que ça ne va pas nous empoisonner et qu'on peut bénéficier d'un prix avantageux sans risque pour sa santé ou pour son alimentation. Je rappelle que l'espérance de vie n'a fait que d'augmenter en moyenne d'un trimestre par an depuis 40 ans, plus de 35 ans. Donc ça, si vous voulez, c'est l'espérance de vie en bonne santé aussi. Donc tout ce qu'on nous dit sur les horreurs écologiques, sur les empoisonnements, sur cette dramaturgie surjouée, ne peut pas être compatible. Je pourrais donner les diaporamas. Il ne peut pas être compatible avec cette observation statistique, à savoir que eh bien, l'espérance de vie s'améliore au point que quasiment toutes les petites filles qui naissent aujourd'hui, si elles ne montent pas sur l'équivalent du Titanic ou d'un avion qui se crache, seront centenaires. Au passage, la durée de vie, l'espérance de vie des femmes est toujours supérieure à celle des hommes. Il y a trop d'après. Donc en gros, vas-y, défaut d'après. Pardon. Ouais, alors, on a une production agricole et alimentaire qui est assurée, avec beaucoup de quantité, beaucoup de qualité.
c'est un grand aspect d'exportation et de richesse. On crée de la valeur avec les productions agricoles et agroalimentaires. Au passage, le monde a des besoins de nourriture colossaux qui sont en forte croissance, hein, contrairement à ce qu'on nous dit. On serait capable, les agronomes, de nourrir 12 à 15 milliards d'humains. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai un ami qui travaille beaucoup en Afrique qui me dit que la moyenne de l'engrais qui est mis sur les territoires africains, c'est de l'ordre de la dizaine de kilos par hectare et par an. Il en faudrait 200 ou 250. Vous savez que Wegener avait, le premier, dit que l'Afrique et l'Amérique s'emboîtaient bien, parce qu'elles étaient sur la même plaque avant de se séparer. Sur les sols du Brésil et de l'Amérique du Sud, il y a 2 cultures par an, il y a de la fertilisation, il y a des rendements extraordinaires. Eh bien, le climat et les sols sont très comparables sur ceux qui sont restés rivés à l'Afrique. Donc, de bonnes connaissances agronomiques appliquées permettraient de se dégager du souci de la faim. Il n'y a aujourd'hui de famine résiduelle que dans les zones de conflit. Donc on est capable d'assurer une production agricole pour nourrir une humanité en croissance, avec maintien de la fertilité des sols. Hein, on ne cherche pas à faire la terre brûlée et de détruire la capacité du sol à supporter les végétaux. Et donc, ce maintien des sols pour les générations futures, c'est la moindre des choses. Mais on sait accompagner cette production agricole dans un contexte de relative stabilité, et pour prendre une expression, je dirais que c'est une agriculture durable. Diapo d'après. Donc, on va rentrer un peu plus maintenant, après ce tour d'horizon très général, sur l'agriculture raisonnée et la production végétale. Je rappelle que le végétal, je l'ai peut-être déjà dit, c'est la base de tout, hein, puisque en fait, nous, animaux, hommes, nous sommes des hétérotrophes, même si on se met face au soleil, on ne va pas se nourrir, on ne va pas arriver à faire de la photosynthèse, on va peut-être attraper des coups de soleil, mais c'est tout. Et donc, le végétal est le premier qui produit, à partir du CO2 de l'air, de l'énergie, etc., de l'eau, de l'oxygène, eh bien, il fabrique des glucides, des lipides, des protéines, fabrique un végétal qui va nous servir donc de ressources alimentaires. En utilisant ce mécanisme exceptionnel qu'est la photosynthèse, et donc il va pomper le CO2 de l'air, qui représente une infime quantité des gaz de l'atmosphère, mais qui sont essentiels. Le CO2 est limitant pour la photosynthèse, au point d'ailleurs que l'augmentation du taux de CO2, qui est infime, qui est notable et mesurable, aboutit en fait à un reverdissement de la planète et à une augmentation des rendements. Depuis des décennies, les spécialistes, notamment dans les serres, soumettent les plantes à une atmosphère enrichie en CO2 pour augmenter la production végétale et la photosynthèse. Alors, on va parler maintenant de la fertilisation et des protections phytosanitaires. Alors, vous voyez, si vous retenez que ça, je serais très content. Ça, c'est une gravure qui représente Justus von Liebig. Il était prussien. Et c'était un chimiste. Il a analysé des cendres des plantes, et en plus du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, il a mis en évidence que dans les plantes, il y avait de l'azote, du phosphore, du calcium, du magnésium, etc., etc. Donc il a dit, si les plantes l'ont utilisé, c'est qu'elles en avaient besoin et qu'elles l'ont trouvé dans le sol. Hein, parce que l'azote, le phosphore, la potasse, pour la plupart des plantes, ça vient du sol. Et il a découvert les lois de l'alimentation des plantes, et aussi comment les plantes pouvaient se fatiguer et ne plus produire.
effectivement, si la plante prélève, fait de l'extraction minière dans le sol, il y a un moment donné où il n'y aura plus de phosphore, plus de potasse. On parle de fatigue des sols, et les rendements s'écroulent. Et parfois, quand vous regardez l'histoire de l'agronomie, vous avez des périodes où on mettait 150 kg de grains, on récoltait un quintal, donc on récoltait moins que ce qu'on avait semé. Aujourd'hui, le rendement moyen, c'est 80, 90 quintaux, voire 100 quintaux hectares, pour toujours 2 quintals de semences. Donc, ce chimiste a démontré pourquoi il y avait des zones riches, pourquoi il y avait des zones pauvres, et pourquoi l'alimentation minérale des plantes, au passage, les plantes ne se nourrissent que d'éléments minéraux, qui peuvent venir de matière organique, mais il faut que la matière organique soit dégradée dans le sol, pour qu'ensuite les minéraux soient dans la solution du sol et que les racines prélèvent dans la solution du sol. Évidemment, plus il y a de rendement, plus il y a de besoin de fertilisation pour maintenir le sol dans un état correct de fertilité. Alors, on distingue les macro-éléments, les micro-éléments. Donc, je vous fais grâce de tout ça. Si il y a des questions, je répondrai. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a besoin d'azote, de phosphore et de potasse, qui sont les macro-éléments majeurs, qui vont constituer le végétal, en plus du résultat de la photosynthèse, avec l'amidon, les sucres, les lipides et les protéines. Alors, on passe... Alors, oui, la fertilisation est un acte banal, indispensable, nécessaire pour toute parcelle agricole. On peut fertiliser avec des engrais organiques, du fumier, du compost, mais de toute façon, il faut que le fumier ou le compost se minéralise, se décompose, sous l'effet de la microflore du sol, pour qu'on ait des éléments minéraux. En fait, quand on apporte de la fertilisation organique, on avance sur le besoin minéral des plantes. Nos chercheurs français ont mis un temps fou à admettre les théories de Liebig parce qu'il était prussien et qu'on faisait la guerre aux Prussiens. Il y a eu 30 à 40 années de retard dans le développement de l'activité agricole et de la révolution verte qui a eu lieu en Allemagne et ailleurs, et en Angleterre, mais avec retard en France. Alors, quelques mots sur les traitements phytosanitaires. Les plantes, naturellement, ne se portent pas forcément bien tout le temps. Il y a tout un tas de parasites, il y a tout un tas d'insectes, de champignons qui sont contents de trouver une culture pour développer et se disséminer. Donc ça vient en opposition au bon aboutissement des récoltes, baisse des récoltes, baisse de l'activité végétale, énormément de travail pour les agriculteurs, les maraîchers, pour se prémunir de cet ensemble d'attaques, et puis maintien du rendement, parce que si on a des plantes qui sont soumises à des agresseurs de toute nature, ben, au final, on n'a pas de résultat. C'est quand même dommage. D'autre part, une fois qu'on a récolté, il faut absolument bien conserver. Parce qu'on a beau avoir conservé, si derrière vous avez des charançons qui prospèrent, il vous reste les yeux pour pleurer à la fin. Et les famines et les disettes en conséquence. Donc on a essayé de mettre au point tout un tas de substances pour se protéger, pour protéger ces plantes, et pas uniquement attendre après la nature qu'elles veulent bien aboutir à un solde favorable. Alors, on a dégagé des recherches pour essayer de trouver des substances et des produits. Alors, dans l'ordre de la dangerosité et de la toxicité, il y a les herbicides qui nettoient le sol et qui débarrassent de toutes les plantes adventices qui gênent et qui limitent la croissance de celles qu'on cherche à produire. Il y a les fongicides qui détruisent les champignons, qui s'attaquent aux végétaux. Il y a les insecticides qui éloignent et limitent les ravages des insectes, de leurs larves, etc. Puis j'ai mis raticides, quoi. Les raticides, là, c'est des animaux à sang chaud. C'est vrai que des raticides sont beaucoup plus dangereux qu'un herbicide, par exemple. Au passage, le glyphosate, qu'on abordera tout à l'heure, c'est un herbicide. Hein. Alors, diapo d'après. Alors,
sachez que, et ça on n'en parle jamais, hein, la presse n'en parle jamais, mais pour mettre sur le marché ces produits, il y a des dossiers importants qui sont évidemment supportés par le producteur qui veut mettre sur le marché et qui espère donc des ventes. Et dans ces tests, il y a des tests de toxicité, c'est-à-dire que sur des animaux, on regarde les doses à partir desquelles la moitié des animaux décèdent. Et si la toxicité est élevée, le produit est totalement écarté. Donc on prend des produits qui sont de toxicité relativement faible. Et ensuite, on fait un test de biodégradation, c'est-à-dire qu'on met dans le sol et on regarde au bout de combien de temps on a la moitié de la substance qui a disparu. Et si on a des produits très rémanents ou trop toxiques, alors ils sont complètement écartés par les commissions de mise sur le marché. Donc c'est une autorisation de mise sur le marché qui est effectuée au terme d'un examen de tous ces tests qui sont calibrés et standardisés. Il faut à peu près 10 ans pour homologuer un nouveau produit. Et laissons dire que la plupart des produits tels qu'ils sont autorisés aujourd'hui sont des produits qui sont d'une faible toxicité et qui sont d'une rapide biodégradation. Je précise, et vous ne me croirez pas, mais je vous dis bien, vérifiez, en ce qui concerne les médicaments qu'on s'ingère directement, ou par intraveineuse ou par buccale, dans l'organisme humain, il n'y a pas de test de toxicité pour les médicaments avant leur mise sur le marché. La presse, et il y a eu des affaires de scandale de mise sur le marché de produits avec des effets secondaires forts. L'agence de contrôle des médicaments a fait montre d'une forme de légèreté, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais de test de toxicité pour un médicament qu'on va ingérer peut-être ou assimiler pendant plusieurs décennies pour les maladies chroniques. Parce qu'en fait, la plupart des médicaments sont évidemment toxiques. Et souvent, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit toxique. Il faut trouver le dosage, il faut que la toxicité n'emporte pas le bonheur, mais enfin, il y a quand même là un filet de sécurité. D'autre part, les firmes qui proposent des produits, évidemment, elles ont les moyens de faire des recherches et de faire des tests, mais les fonctionnaires qui donnent ces autorisations de mise sur le marché, c'est des gens qui sont a priori honnêtes et non à la solde des firmes. Hein. On entend tellement de choses négatives là-dessus que je trouvais normal d'en parler un petit peu. Exemple, si vous voulez, le sel de cuisine, le NaCl, est trop toxique et puis reste longtemps dans le sol, il ne serait pas autorisé, et puis il devait être soumis. Alors, certains savent sûrement que c'est un très bon désherbant. Diapo d'après. Alors le glyphosate, c'est la matière active du fameux Roundup. Le glyphosate fait l'objet d'une très faible toxicité et d'une très grande efficacité. Il y a une biodégradation très rapide de la molécule. C'est quelques semaines. Il y a eu des dizaines, je n'ai pas le chiffre exact, mais des dizaines de milliers de tonnes pendant plus de 40 ans qui ont été utilisées un peu partout dans le monde. Au point d'ailleurs que la molécule a plus de 25 ans, elle est aujourd'hui dans le domaine public. Ceci explique d'ailleurs probablement le fait que Monsanto se défend pas très bien à l'égard de ce produit qui peut être copié par tous ses concurrents, alors qu'il a dans ses cartons des tas d'autres produits qu'il pourrait mettre sur le marché et vendre plus cher. Parce qu'une fois que le produit est dans le domaine public, évidemment les concurrents vont produire en baissant le prix et proposer des concurrents moins chers. Ce qui fait qu'on ne va plus vendre le Roundup. Au passage, il y a des techniques qui veulent économiser l'énergie et qui utilisent les désherbants, comme le glyphosate, pour éviter les labours. Un labour, c'est un tracteur avec une grosse puissance, c'est beaucoup de gasoil utilisé, c'est un retournement du sol, c'est des perturbations écologiques dans le profil cultural du sol, et toutes les techniques sans labour, eh bien, utilisent le glyphosate pour désherber et pouvoir implanter les cultures d'après
sans faire trop de travail du sol. Donc c'est des techniques vertueuses qui là se trouvent, je dirais, à pédaler dans le yaourt, puisqu'elles n'ont plus le produit qui leur sert à nettoyer les parcelles avant la réimplantation d'autres cultures. Bon, au passage, on a bien diabolisé une structure américaine. Hein, donc voilà. Monsanto, on l'appelle Monsanto. Vous voyez, quand je dis diabolisé, c'est pas tout. Alors, c'est vrai que toutes les sociétés privées commerciales ont très intérêt de mettre sur le marché des produits toxiques et dangereux au point d'empoisonner leurs utilisateurs, les clients, les consommateurs. C'est vrai que c'est une politique très intelligente d'un grand groupe, ça. Hein. C'est ce que nous fait croire la presse et les médias. Non, le produit, il a même été utilisé pendant très longtemps pour faire du faucardage chimique. Faucardage, vous savez, dans les plans d'eau ou dans les bords des ruisseaux, on veut éliminer la biomasse végétale indésirable. Bon, alors soit on y va avec la serpe et la faux, mais c'est un peu fatigant. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé la serpe ou la faux ici, mais on se fatigue vite. Eh bien, le glyphosate permettait d'éliminer l'excédent de végétaux sans aucun effet ni sur les poissons, ni sur l'écosystème lacustre ou des rivières. On a fait en vraie grandeur de l'utilisation de ces produits. Il y a une chercheuse américaine qui a suivi plus de 20 000 agriculteurs. Elle s'appelle Bean, c'est comme Monsieur Bean qui avait à la fin, parce que c'est une dame. Et donc, elle a écrit un article qu'elle m'a envoyé. Elle a divisé par 4 les groupes d'agriculteurs, ceux qui utilisaient du glyphosate beaucoup, ceux qui l'utilisaient jamais, et puis 2 intermédiaires. Elle a essayé de voir les maladies, la morbidité des différents groupes. Eh bien, en fait, il n'y a pas de différence significative entre ceux qui n'en utilisent jamais et ceux qui en utilisent beaucoup. Et rappelons-nous que c'est bien les utilisateurs agricoles qui utilisent ces produits qui sont les premiers exposés. Donc voilà. Alors, je pense que la campagne de désinformation est particulièrement réussie en France. Hein. Je pense que Mme Robin, qui a sûrement une revanche à prendre sur le milieu agricole dont elle est issue, est très efficace. Je l'ai écouté plusieurs fois. Je fais beaucoup de kilomètres en voiture, donc j'écoute ce que je peux. Donc France Culture, entre autres. Et elle est brillante. Elle fait peur quand on l'entend. Sauf que ça repose sur rien, son histoire. Alors la France, qui peut toujours être plus blanc que blanc, veut se démarquer. L'ANSES, qui est l'association, enfin la structure de contrôle des aliments en France, est mandatée, mais en mission. Le cirque avait dit que le glyphosate était un cancérigène probable sous l'influence d'un pseudo-expert militant écologiste qui s'était infiltré. L'OMS a démenti, alors que ce n'est pas la première à soulager les suspicions. Et l'EFSA, au terme d'études, en analysant toutes les études qui ont été faites, a donné un avis favorable sur le glyphosate. Alors, c'est assez drôle de voir ces pro-européens dénigrer ce que dit l'EFSA et essayer de demander à l'ANSES de justifier une position qui n'est que politique. L'illusion de pouvoir travailler en agriculture sans produits phytosanitaires est vraiment une illusion gravissime à ne pas maintenir dans les têtes du public et de nos enfants. Évidemment, chaque fois qu'on utilise une substance, avec les appareils d'analyse qu'on a aujourd'hui, on va en trouver des traces. Mais c'est pas parce qu'il y a une trace d'une substance qu'il y a un danger de cette substance. C'est la dose qui fait le poison. C'est pas la présence. Ça, c'est Paracels, 1400 et quelques. J'invite, je vous donnerai le diaporama, Bruce Hams, qui est le plus grand toxicologue au monde, a énormément travaillé sur cette question. Donc, si vous voulez, même s'il y a des traces, c'est pas forcément dangereux. La biochimie naturelle, la prairie, la meurise, enfin, tous les produits végétaux contiennent, le café, contiennent une kyrielle de substances fabriquées biologiquement, naturellement, par végétal,
qui sont, si on les prend individuellement, si on les extrait, qui sont potentiellement toxiques, dangereuses, voire mortelles. C'est qu'une question de dose, pratiquement. Autrement dit, la biochimie est capable de produire des substances toxiques. Après, dans les aliments qui sont éprouvés, qui ont été conçus et améliorés pour cela, les traces de produits phyto, alors certes ils sont artificiels, mais ne génèrent aucune pathologie et aucun effet sur la santé des consommateurs. Alors c'est vrai que quand on a des doutes, quand on est bercé par des incertitudes et des questionnements, on vous parle de l'effet cocktail, etc., beaucoup de mes interlocuteurs doutent et mettent en cause. Quand on a... C'est une attitude humaine. Quand on a un souci, un problème, un malade dans sa famille, on imagine qu'il pourrait y avoir un lien avec toutes ces substances quand même qu'on met dans les champs. Hein. Bon. Le lien entre les deux est très difficile. Je vous renvoie à mon ami Testu, qui était docteur à l'hôpital Herriot, qui a écrit plusieurs livres sur les produits phyto et la santé des consommateurs. Et puis en résumé, circuler, il n'y a pas grand-chose à voir, sauf évidemment si vous avez des gens qui ont accès à ces produits et qui utilisent ça pour mettre fin à leur jour. Il y a pas mal d'accidents tous les ans de cette nature, mais ça n'a rien à voir avec manger des pommes qui ont été traitées. Hein. Voilà. Bon, alors on va parler maintenant d'un sujet très tendance qui tourne autour de ce qui est regroupé maintenant sous l'agroécologie. Alors, j'ai mis du temps à comprendre de quoi il s'agissait, c'est toujours nouveau, c'est toujours en perpétuelle innovation. Alors, ça regroupe en fait un ensemble de techniques agricoles nouvelles qui sont portées au nu, souvent plus par des convictions et des affirmations péremptoires que de réelles justifications, et qui donc comprennent entre autres l'agriculture biologique, c'est organic farming des anglo-saxons, l'agriculture biodynamique, qui, j'en parlerai peu, sauf s'il y a des questions, mais il y a beaucoup de vins qui sont d'agriculture biodynamique, qui sont vendus très cher. Bon, c'est une théorie un peu étonnante, issue de la philosophie de Rudolf Steiner, hein, qui était un théosophe. Bon, il développe des notions d'énergie tellurique, d'énergie astrale. Bon, c'est un peu sectaire comme approche, et j'ai jamais pu, moi, visiter une ferme biodynamique. Il ne faut être que convaincu de la biodynamie pour pouvoir les visiter. Bon. La permaculture, j'en dirai un mot, l'agroforesterie, c'est l'association des arbres et puis de la production végétale, céréale. Alors, l'agriculture biologique, c'est la plus ancienne, la plus connue. Au départ, elle s'appuie sur un refus de la chimie. Elle n'est pas d'accord avec les lois de la chimie et de tous les méfaits que la chimie entraîne, ou entraînerait. Franchement, en 2019, opposer la chimie à la biologie, c'est puéril, c'est enfantin. Ça serait risible s'il n'y a pas tout un tas de gens qui le répètent. Il n'y a pas de biologie sans éléments minéraux, sans chimie, de l'air, de l'eau, du sol. La chimie, elle est consubstantielle à l'activité biologique. Au passage, tous les tenants de cette agroécologie ne vous parlent jamais de fertilisation, ou quand ils en parlent de façon erronée. On retourne à avant 1840. Ça fait quand même un bail. Hein. Tous les progrès de la chimie agricole qui ont eu lieu à la fin du 19e en France, au début du 20e, avec une augmentation considérable des rendements, avec des revenus supérieurs pour les agriculteurs, eh bien, seraient passés par pertes et profits. L'illusion que la biologie résoudrait tout et serait bénéfique, et seulement bénéfique, franchement, c'est une illusion qui devrait nous faire rire. Et bien c'est pourtant ce qu'on vous assène à longueur de reportages, de témoignages, de gens convaincus, sûrement très intéressants. Enfin, moi la conviction ne suffit pas à faire la qualité du raisonnement.
La nature, la biologie fabrique des tas de produits toxiques, des tas de substances, des tas de parasites. Et donc, il n'est pas si simple de s'appuyer sur la biologie. La biologie, il faut l'apprécier, la connaître, la contrôler et l'aider à produire ce qu'on cherche à obtenir pour satisfaire nos besoins. Il n'y a pas de honte à produire comme il faut pour nourrir et soigner et entretenir donc une vie correcte des populations. Diapo d'après. Quand on est en agriculture biologique, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on admet 30 à 50% de rendement à l'hectare en culture biologique. C'est de ça qu'on cause. Et tout ça parce qu'on ne fait pas l'optimum sur plein de sujets. Ce qui veut dire que pour une production équivalente, il faudrait d'autant plus de surface agricole et moins de surface dédiée à la friche, à la nature, à la forêt. Donc ça c'est important, hein. On baisse les rendements systématiquement. Et on n'est pas sûr d'avoir une meilleure qualité des produits finaux. Hein. Alors on vit dans des cahiers des charges qui sont devenus incompréhensibles, qui n'ont rien de vraiment agronomique, qui sont arbitraires. C'est un peu comme dans les systèmes qualité dans les entreprises, je ne sais pas s'il y en a qui subissent ça. Il y a des cahiers des charges qui sont pondus, puis on est obligé de s'exécuter. Et si on a des idées agronomiques, ou vétérinaires ou autres pour optimiser le fonctionnement de l'exploitation, on est dans un carcan et on ne peut pas. Il existe une période de conversion, j'ai mis le mot à dessein et en gras, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une période, on ne sait pas trop sur quels critères, il n'y a pas de critères objectifs, pendant laquelle on est en transition avant de pouvoir dire qu'on est en agriculture biologique. Ça veut dire qu'on rentre en religion, quoi. Il faut y croire. Il faut y croire. Je précise qu'il n'y a aucune publication sérieuse qui montre le moindre avantage de la consommation de produits biologiques. En dehors de la conviction de la famille de manger mieux et de se protéger d'un tas de choses, qui est répétée dans la prose qui accompagne ces disciplines, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pas mieux du point de vue du goût, c'est pas mieux du point de vue de la santé. Bien que ce soit à peu près 1,4 à 1,5 fois plus cher. Diapo d'après. Alors, la permaculture. Alors ça, c'est un truc formidable pour être invité sur les plateaux. Alors, quand on essaye de comprendre ce que c'est, en dehors des discours passionnés des intervenants, on nous dit, on va faire en sorte que toutes les espèces végétales, animales, soient dans notre jardin à l'optimum. Alors moi, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais au final, il y aurait pléthore de production pour tous ces animaux, pour tous ces végétaux. Bon, clairement, si vous voulez, c'est une utopie à l'état pur. Il faut avoir jamais fait de jardin ou jamais cultivé quoi que ce soit pour imaginer que ça fonctionne comme ça. Alors, à la fois, c'est de l'utopie à l'état pur. 2, il n'y a aucune preuve que ça marche. Et 3, c'est un profond mépris pour les agriculteurs et pour les maraîchers. Parce que s'ils avaient pu, ils l'auraient fait tout seuls. Donc en fait, ça produit essentiellement des émissions de télé, de radio, et ça produit des stages. Si vous avez envie de vous faire endoctriner dans cette orientation-là, vous faire des stages, puis des perfectionnements. Et la ferme du Bec Éloin, par exemple, allez sur le site, Éloin c'est H-E-L-O-I-N, voilà, ils vous proposent des stages. C'est ça la production. Enfin, on ne va pas arriver à se nourrir avec ce genre de technique. Diapo d'après. Avant, pardon. Donc, en résumé pour moi, je suis prêt à répondre aux questions. Hein. L'agroécologie, c'est une agriculture de discours qui plaît bien, qui enrobe tout, mais qui s'appuie sur des concepts particulièrement critiquables et erronés la plupart du temps. C'est une série de techniques agricoles qui n'ont nullement fait leur preuve. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de production, mais est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'il y a un rendement suffisant? Est-ce qu'il y a une qualité vraiment meilleure? Alors, on sait que non, mais c'est très en vogue, quoi. Vous arrivez
à faire rêver votre consommateur et lui faire accepter de payer plus cher. L'agriculture raisonnée, c'est une technique, il y a une association sur l'agriculture raisonnée, on l'entend moins. Je dis, de toute façon, aujourd'hui, tout agriculteur, s'il veut tenir debout, il faut qu'il ait une démarche raisonnable. Il faut qu'il raisonne ses productions, ses apports, ses modalités, qu'il essaye de trouver la moins mauvaise des solutions pour assurer sa production, sa rentabilité et sa durabilité du fait de son maintien économique. Parce que si on n'est plus sur le marché, on peut toujours rêver, on est out. Donc l'agriculture ne fait pas forcément de bruit, elle essaye d'avancer. Loin de moi l'idée que l'agriculture actuelle serait parfaite, mais enfin, elle ne mérite pas le discrédit qu'elle subit de journaux en journaux, de reportage en reportage. Et l'agriculteur là-dedans, il est complètement floué, si vous voulez. Hein, parce qu'il fait son boulot du mieux qu'il peut, il passe des heures et des heures, il fait des produits finalement vraiment satisfaisants, très acceptables pour la population, mais il ne reçoit que des volets de bois vert, y compris ces gamins qui rentrent de l'école et qui lui disent « Papa, tu pollues, quoi. » Alors ça, si vous voulez, pour 1250 € par mois, c'est quand même un vrai sacerdoce, quoi. Je rappelle que les agriculteurs, c'est une des professions dans lesquelles il y a le taux de suicide le plus élevé. Hein? Plus que les gens qui s'occupaient du téléphone, qui étaient tout puissants, France Télévisions. Donc il y a un vrai souci, si vous voulez. L'agriculture, elle avance, elle ne fait pas forcément de bruit. L'agriculture d'aujourd'hui, elle est sûrement moins performante et moins intéressante que celle qui aura dans 15, 20, 30, 40, 50 ans, bien sûr. Mais elle ne mérite pas ce discrédit systématique à sens unique. Parce que l'agriculteur là-dedans, soit il est bête et il suit ce qu'on lui dit sans comprendre, soit c'est délibéré, c'est vraiment un pollueur. Puis on va faire des romans, on va assimiler le producteur à quelqu'un d'extrême droite, etc. C'est très dur pour l'agriculteur. Il y a pas d'avant. Reviens, s'il te plaît. Merci. L'innovation n'est pas réservée à l'écologie. Hein. Dans tous les domaines, on peut innover, on peut tester, on peut faire des expériences. Diapo d'après. Alors maintenant, on change un peu. Je vous parle d'un sujet qui m'est cher. J'ai assuré l'édition d'un bouquin sur les nitrates et la santé humaine. Et puis, on a traduit avec 2 ou 3 amis un livre sur le rôle du NO. Je vais vous expliquer ce que c'est, l'oxyde nitrique. Parce que il y a une norme que tout le monde connaît, c'est la norme sur les nitrates. Passer 50 mg par litre de nitrate, NO3, l'eau serait plus potable. Alors, première chose, des nitrates, il y en a plein partout dans notre alimentation, et en particulier dans les végétaux. La plupart des végétaux de consommation courante ont une composition qui est entre 10 et 100 fois la norme sur l'eau potable. Alors je précise que le nitrate, c'est le même dans l'eau potable et dans les légumes. Il ne peut pas avoir des effets bénéfiques dans la consommation de légumes, ou du moins inoffensifs, mais je dirais bénéfiques aujourd'hui, et puis être dangereux dans l'eau. On peut faire la soupe avec une eau à 200 mg par litre, en mettant des poireaux et du chou, il n'y aura pas de souci, même que soit la teneur en nitrate de la soupe. Donc si la norme était justifiée, il faudrait interdire la plupart des légumes de consommation courante, ce qui serait aberrant du point de vue gastronomique, nutritionnel, médical. La plupart des régimes, des médecins diététiciens recommandent la consommation abondante de légumes. Plus vous mangez de légumes, plus vous ingérez de nitrate. Diapo d'après. Je l'ai dit, nitrate et nitrite sont des additifs alimentaires qui sont autorisés dans le Codex Alimentarius au terme d'études, d'essais qui ont montré qu'il n'y avait aucun impact ni sur les cancers, ni sur aucune perturbation de la santé humaine. On ne pourrait faire aucune charcuterie, ou du moins les charcuteries seraient hyper dangereuses s'il n'y avait ni nitrate ni nitrite. Non, c'est hyper dangereux parce que ça sert à la conservation. Les régimes de légumes sont tous hautement recommandés et dans tous les pays hein, par les nutritionnistes, les médecins nutritionnistes. Et si vous mangez beaucoup de légumes, eh bien, vous multipliez par 3 ou plus vos consommations de nitrate. Et il ne se passe strictement rien. Diapo d'après. Les ministères, à juste titre,
on dit de consommer 5 à 10 portions, je rajoute portions, de fruits et légumes par jour. Le professeur Apfelbaum, qui est un des plus grands nutritionnistes, qui est un de mes amis qui a écrit le premier chapitre du bouquin Réponse à l'écologisme, a écrit en 1999 de mémoire, ou peut-être 2000, oui 99 c'est marqué, un livre qui s'appelle Risques et peurs alimentaires, où il a passé en revue toutes les crises alimentaires de ces dernières années, enfin en 99. Et il fait un seul chapitre, en dehors de l'intro et de la conclusion, j'ai pris son modèle sur mon bouquin, il fait un seul chapitre, c'est les nitrates, une norme au pied élargi. Et il dit, au total, compte tenu des données épidémiologiques, toxicologiques, etc., la consommation de nitrates est inoffensive chez l'homme sans limite de dose. Bien entendu, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur de médecine, c'est le monsieur qui a compris que dans le cholestérol, il ne fallait pas doser le cholestérol, il fallait doser les deux cholestérols, celui de haute densité et celui de basse densité. C'est quand même un grand monsieur de la médecine. Et aujourd'hui, les nitrates, on sait qu'ils n'ont que des effets bénéfiques. Diapo d'après. Les nitrates sont au cœur du premier système naturel de défense de l'organisme vis-à-vis des agents potentiellement pathogènes. Ça, c'est mon ami Nigel Benjamin qui est venu à tous les colloques qu'on a pu organiser dans notre association. Et donc, si vous voulez, c'est le premier mécanisme de défense et ça détruit les germes indésirables. La salive puise dans le plasma sanguin des nitrates. Ces nitrates se transforment dans la bouche sous l'effet d'une microflore qu'il ne faut surtout pas stériliser. L'hystérine, tout ça, vous abandonnez complètement. Hein. Je pense qu'on aura d'énormes problèmes de maladies cardiovasculaires avec cette désinfection permanente qu'on nous fait croire obligatoire pour ne pas avoir mauvaise haleine. Ça, je pense qu'il y aura des répercussions sanitaires énormes. En tout cas, ces nitrates se transforment en nitrites dans la bouche. Et c'est les nitrites qui, donc, arrivés dans l'estomac, avec le suc gastrique qui est à pH 2, très acide, hein, le suc gastrique, eh bien, on va libérer du NO, du monoxyde d'azote, et ce NO va réagir et va détruire les germes indésirables. Et ça, c'est ce que Michael Benjamin a mis en évidence dans ses publications. Au passage, les nitrates permettent une amélioration des performances physiques et sportives, moins d'essoufflement, meilleur fonctionnement des mitochondries dans les cellules. Plus de force musculaire, plus d'endurance, meilleure récupération. Et beaucoup d'autres affections sont améliorées par la consommation de nitrates, et en particulier des légumes apportés par les nitrates apportés par les légumes. Bon, les épinards, les choux, les salades, la betterave, les radis, etc. Petite parenthèse, la pilule bleue, le Viagra, c'est un fournisseur de NO. Si on n'avait pas compris le rôle du NO, on n'aurait pas fait le Viagra. Les nitrates et les nitrites favorisent la vasodilatation et l'irrigation des tissus. Vous avez là, ça fait 21 ans que ces trois auteurs, Furchgott, Ignarro et Bural, ont obtenu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1998. Vous chercherez sur Internet, vous trouverez ça. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'il y a une molécule qui est le NO, un atome d'azote, un atome d'oxygène, c'est quand même une molécule très simple, qui est la molécule dont nos vaisseaux ont besoin toute notre vie pour réguler la circulation sanguine. Et par là, favoriser l'irrigation des tissus, des glandes, et donc maintenir la santé, prévenir et lutter contre toutes les maladies dites liées à l'âge, qui, 9 fois sur 10, sont un déficit de circulation sanguine et déficit de NO. Diapo d'après. Donc voilà, le NO est une molécule essentielle pour la physiologie. Ils ont eu leur prix Nobel, ça régule le système cardiovasculaire et tout au long de notre existence, même quand on est malade, vieillard ou tout ce qu'on veut, on a besoin du NO. Et les légumes, passés 40 ans, sont les premiers fournisseurs des éléments qui vont servir à fabriquer ce NO dans nos vaisseaux. Diapo d'après. Il n'y a pas de risque de méthémoglobinémie, c'est-à-dire transformation du sang qui ne transporte plus d'oxygène par fixation des nitrites sur l'hémoglobine. On sait aujourd'hui qu'on n'a rien pu prouver sur ce sujet-là. Donc la maladie de méthémoglobinémie n'existe plus. Quand on prépare des boissons, des biberons pour des nourrissons
avec de l'eau du robinet, il n'y a aucun risque, même s'il y a des teneurs en nitrate dans le... C'est quoi là? C'est une maladie, c'est la méthémoglobine. L'hémoglobine se fixe avec des nitrites et n'a plus la capacité de transporter de l'oxygène, ce qu'on appelle la méthémoglobine. Et alors le taux de méthémoglobine dans le sang est ce qu'on appelle la méthémoglobinémie. S'il y a un taux très élevé, l'enfant s'asphyxie, il peut mourir. Mais c'est des maladies qui n'existent plus et qui ont servi de prétexte pendant très longtemps à maintenir la norme. On n'avait pas utilisé la nitroglycérine comme maladie pour... Alors, la nitroglycérine, c'est la trinitrine. Non, ouais, on l'utilise... c'est comme la trinitrine, c'est un vasodilatateur pour les gens qui ont de l'angine de poitrine. C'est pas tout à fait la même chose. Diapo d'après. Non. Alors, plus aucune justification sur la norme sur l'eau potable, elle devrait tenir compte des effets bénéfiques pour la santé et être réévaluée au moins au double, si ce n'est au triple. Et Nathan Bryant, qui est un professeur que je suis allé voir donc au Texas, il a écrit pas mal d'articles et il dit les nitrates devraient être considérés comme, et les nitrites devraient être considérés comme des nutriments indispensables, des quasi-vitamines. Si on n'en a pas, on s'étiole. Mon ami Tom Addiscott, qui est un des plus grands agronomes anglais, qui travaillait à l'Institut de Rosshampton, qui dit peut-être quelque chose à certains ici, a écrit pas mal de choses sur les nitrates, et ils ont écrit un article avec le professeur Benjamin, et il conclut la communauté européenne devrait s'assurer que nous consommons tous suffisamment de nitrates. On ne sait pas à partir de quelle dose les nitrates provoquent le moindre problème. C'est un des rares produits, on ne sait pas définir. La dose sans effet est infinie, quasi. Donc on ne devrait pas pouvoir faire de toxicologie avec ça. Et la norme n'a aucun sens. Alors on va voir vite, quand même, nitrates et environnement, parce que moi je suis tombé dans l'environnement quand j'étais petit, et on a utilisé les nitrates qui étaient l'horreur sur la santé, pour dire qu'il ne faut quand même pas que l'agriculture produise de l'eau, contribue à enrichir l'eau en nitrate. Et tous les agronomes, mes maîtres, mes professeurs m'ont bercé dans l'idée que c'était sûr que les nitrates étaient dangereux, on voit ce qu'il en est quand on regarde les publications médicales, et puis deux, qu'il fallait bien fertiliser pour ne pas avoir trop de nitrates. Bon, je suis d'accord, mais quand on change entre ce qui se passe dans le sol et ce qui se passe dans l'eau, on s'aperçoit que très vite, il faut une perte infime d'azote dans les sols pour avoir de l'eau qui, par moment, dépasse 50 mg par litre. Ça a dû toujours être comme ça. Et alors, avant, on n'avait pas la norme et on ne pouvait pas juger qu'on polluait. Parce qu'on a dit qu'on polluait quand on dépassait la norme sur la santé publique, qui, on l'a vu rapidement, certes, mais est sans objet. On va voir dans les eaux douces, on va voir dans les eaux marines. Vous savez, ces proliférations d'algues qu'il y aurait en Bretagne. Alors, ce matin, en me levant, pour aller à ma voiture, j'ai écarté des flots d'algues pour monter à ma voiture et vous rejoindre. On vit dangereusement, si vous voulez. Alors, deuxième diapo à retenir, en couleur, c'est une diapo de mon ami Guy Barouin, qui était à l'INRA de Thonon. Partie de gauche, milieu aquatique qui fonctionne bien, avec des herbiers, de l'oxygène, des poissons, toute une biocénose qui fonctionne bien. Et puis à droite, c'est l'horreur écologique, c'est le phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire prolifération algale intempestive, incontrôlée, opacité du milieu, mort de tout ce qui y vit, redépart du phosphore qui était dans les sédiments dans la solution. Et donc c'est ce qu'on veut éviter, c'est l'horreur écologique qu'on cherche à éviter, c'est pour ça qu'on fait des stations d'épuration, etc. J'ai mis 20 ans à comprendre ça, parce que quelque part, c'est très dispersé, et il faut distinguer les discours des aménageurs des discours des scientifiques, et les scientifiques peuvent aussi se prendre les pieds dans le tapis avec leur idéologie personnelle, puisque c'est un des rares milieux où on peut s'exprimer comme on veut, être extrême, c'est pas gênant pour sa carrière de chercheur. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on passe de l'un à l'autre? Eh bien, c'est quand, dans le milieu aquatique, on rajoute du phosphore. Il y a la main de l'homme qui rajoute du phosphore. Naturellement, il y a très peu de phosphore dans l'eau. C'est le facteur limitant de la biologie.
plutôt que de l'appeler phosphore, on va l'appeler biophore. C'est lui qui conditionne le développement biologique dans les milieux aquatiques. Eh bien, les algues, qui sont des algues unicellulaires, qu'on appelle des cyanophycées, sont fixatrices d'azote, c'est-à-dire elles sont capables d'utiliser l'azote de l'air, qui diffuse de l'atmosphère vers le milieu aquatique. Donc, même si l'eau est à 0 en nitrate, la plante va trouver de l'azote, par ce biais de cette diffusion de l'azote atmosphérique, et si les conditions de température, de lumière, etc., et de moindre agitation de la masse d'eau sont observées, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un bloom phytoplanctonique, un développement considérable des algues, au point qu'on va opacifier le milieu et tout faire crever. Ça, c'est pas souhaitable hein, comme milieu, c'est pas agréable. On va pas pouvoir faire de la pêche sous-marine, pas de sport aquatique, pas de pêche du tout. Enfin, on va pas faire d'eau potable avec la partie droite de l'eau. Ok? Eh bien, on sait maintenant, et ça a été démontré par des expériences en vraie grandeur dans des grands lacs, notamment dans l'Alberta, sous l'autorité de David Schindler, c'est la même orthographe que la liste de Schindler, du film de Spielberg. Donc David Schindler, sur des lacs entiers, a montré que quand on fertilise en phosphore les lacs, ils prolifèrent en eutrophisation, et quand on met de l'azote, il ne se passe rien. Donc l'azote n'est clairement pas un problème environnemental. La directive nitrate de 91 part du principe qu'il faut éradiquer les nitrates de notre environnement, de nos sols et de nos milieux aquatiques, en disant que c'est ça qui est responsable des perturbations des milieux aquatiques. Ce qui est une erreur scientifique totale. C'est le zéro pointé en écologie des milieux aquatiques. On passe à la diapo d'après. Donc aucun impact des nitrates sur la qualité des eaux douces. Quel que soit le teneur en nitrate, il suffit qu'il y ait du phosphore, et très peu de phosphore. C'est le phosphore des lessives qu'on a mis 20 ans en France à réglementer. Bravo Ron Poulain et son lobby. Hein. Le phosphore dans l'eau est le facteur limitant et le facteur de maîtrise des proliférations algales. Alors, toute la littérature, les bouquins de sciences nat, tout ça, ça s'appelle plus comme ça. Bon. Ils vous racontent que c'est azote et phosphore. Ben non, justement. La notion de facteur limitant, c'est un seul facteur qui est limitant, c'est pas deux. Et c'est toujours le phosphore. Mieux que ça, les nitrates constituent un moyen de lutte contre les plans d'eau eutrophisés. On met du nitrate de calcium et autres pour favoriser la compétition et favoriser les espèces qui ne sont pas capables d'utiliser l'azote de l'air. Bon. Mais là, il y a une erreur colossale. Alors quand j'en discute avec mes amis qui sont toujours à l'INRA, directeurs de recherche et tout ça, alors ils disent « Oui, tu as raison sur les nitrates et la santé, tu as raison sur les nitrates et l'environnement. » Oh ouais, tu as entièrement raison. Ah bon? On va faire un petit article de vulgarisation alors, hein, ensemble. Alors réponse, ah mais tu comprends, on est engagé sur des programmes de recherche, alors on peut pas trop... C'est-à-dire que ces gens-là, comme ils vivent des programmes de recherche qui instituent qu'il y a une dangerosité des nitrates, ils n'ont surtout pas envie que le fromage dans lequel ils se repaissent s'altère, s'épuise. Comment? C'est comme le climat. C'est un peu comme le climat, il y a plein de parallèles, hein, de toute façon, dans ce que je dis. Sur d'autres sujets. C'est les mécanismes humains aussi, quoi, hein, qui... Bon, diapo d'après. Ça, c'est les algues vertes. Alors, je rappelle à tous que si vous allez en Bretagne, vous voyez des algues, c'est normal. Hein. Il y a forcément des algues au bord de mer. Alors après, les endroits où il y a prolifération d'ulves, qui est une espèce de laitue de mer. Laitue de mer qui n'est pas toxique, qui est comestible. On en fait des choucroutes de la mer. Il y a des condiments à base de l'ulve, ULVE, ou ulva en latin. Il n'y a que quelques baies où il y a des proliférations et des échouages. Si elle prolifère et qu'elle va vers le large, il n'y a aucun problème, l'écosystème va le résorber, le consommer, il y a un tas de consommateurs. Il y a des brouteurs dans le milieu marin qui consomment cette ulve. Il est très probable d'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle, son nom reviendra, qui a mis en évidence que pour lui, la principale cause de la prolifération des ulves, c'était la diminution des brouteurs, hein, des bigorneaux. Tous les spécialistes disent qu'ils ne trouvent plus de bigorneaux. J'ai discuté avec le Fleur Prigent, Loïc Le Fleur Prigent, l'ancien de Péchinet,
Et il m'a dit qu'il a écrit plusieurs bouquins sur la pêche à pied. On ne trouve plus de bigorneau. Donc en fait, ou très peu en tout cas, pas les mêmes espèces qu'autrefois. Et on a sur quelques plages des échouages. Je précise que ces dernières années, il n'y en a quasiment plus. On n'a rien fait à l'agriculture, il y a toujours des élevages, hein, mais pas au point que ça explique ce qu'on n'observe plus. Parce qu'on a culpabilisé, c'était utilisé par les associations militantes écologistes comme l'illustration du revers de la médaille de l'agriculture moderne. On fait des élevages et derrière il y a plein de nitrates, il y a forcément plein d'algues et c'est de la faute de ces vilains agriculteurs. Aujourd'hui il y a toujours les agriculteurs qui avaient d'ailleurs des solutions pour épurer les déjections animales de leurs troupeaux. Et puis on a quasiment plus d'ulves, parce qu'on connaît mal le mécanisme, on a fait de la modélisation un peu théorique et non vérifiée, encore un parallèle avec le réchauffement climatique, et on n'a rien démontré sur rien et on n'a pas étudié le phénomène. Il s'avère que ces temps-ci, ces dernières années, la plage, les baies de Lannion, la baie d'Ilion, etc., on a quasiment plus d'ulves. On va nettoyer un petit peu pour que l'accès aux plages soit facilité, mais en fait, le phénomène s'est résorbé. Diapo d'après. Alors on a essayé de dire, les chercheurs qui étaient plutôt orientés, militants, encartés, Europe Écologie Les Verts, et candidats aux élections à Plabennec notamment, avec cette étiquette verte, ont tous tout de suite imaginé que c'était à cause de l'azote d'origine agricole, l'azote terrigène. Alors ils ont fait ces cartes qui viennent d'eux, et la taille du cercle représente un peu l'importance du phénomène, donc baie de Lannion, baie de Saint-Brieuc, puis un petit peu baie de Douarnenez, la forêt Fouesnant au sud. Bon, et puis ils ont essayé de regarder les quantités d'azote déversées, tonnes de N déversées par les rivières. Et en fait, ils ont très vite dit, il n'y a aucune correspondance, ce ne sont pas les rivières, il y a plus d'azote qui est déversé, plus de nitrate déversé, qui enclenchent le phénomène. Et c'est dans des zones où il y a des apports de nitrate bas, proches du bruit de fond, du niveau de base, que le phénomène existe. Ce qui aurait dû les mettre sur la voie du fait qu'il y avait indépendance avec l'azote, mais ils ont voulu maintenir la suspicion à l'égard du monde agricole pour des raisons clairement politiques, et ils n'ont cessé d'entretenir cette illusion-là, notamment en disant qu'ils modélisaient tout, et que quand il n'y avait pas d'azote, il n'y avait plus d'algues. Ah oui, sans doute. Sauf que l'azote peut venir de plein de sources, et pas uniquement des rivières. Diapo d'après. Donc il y a une indépendance entre la prolifération et les apports d'azote par les rivières, les apports dits terrigènes générés par la Terre. La corentologie et la géomorphologie de la baie sont prépondérantes pour ces échouages et pour les gènes que ça représente. Je ne nie pas que ça représente des gènes. Mais il n'y a aucune corrélation possible avec l'azote et le phénomène. Alors pour conserver la suspicion à l'égard du monde agricole, on a dit oui, mais alors c'est l'azote du mois de juin sur les sites favorables qui conditionne la biomasse. Alors déjà, vous dire que l'azote au mois de juin apporté par les rivières, c'est des queues de cerises, c'est 5 ou 10% du total annuel, et encore pas tous les ans. Donc déjà, l'hypothèse qu'ils avaient émise était hautement discutable. Diapo d'après. Alors, ils ont essayé, pendant les mois de juin, financés par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, de faire des corrélations, puis ça ne marche pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que vous avez 100 tonnes de moins, vous avez plus d'algues. Et par baie, pareil, il n'y a aucune corrélation entre les quantités d'azote qu'ils mesurent et les ulves. Regardez, là on avait 12 tonnes à Lannion, on a eu 10 000 tonnes cette année. L'année d'après on avait 19, on a eu 12 000. Enfin, la corrélation ne marche absolument pas. Donc, tout ce qu'on doit faire quand on est un scientifique honnête, si on émet l'hypothèse et que les données qu'on mesure contredisent l'hypothèse, qu'est-ce qu'il faut faire? Abandonner l'hypothèse et en imaginer d'autres. Non, 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 non. Si les chercheurs de l'Ifremer savent que je vous dis ça ce soir, ils vont téléphoner aux organisateurs en leur disant que je raconte n'importe quoi, que j'ai pas le droit d'utiliser leur public. On est dans un truc, si vous voulez, d'intox. Alors les journalistes, Le Monde et tout, là, ils écoutent ça religieusement, c'est tellement évident, quoi. Agriculture intensive égale nitrate égale algues vertes, enfin je veux dire, la messe est dite, quoi. Hein. Et les chercheurs, eh ben,
sont dans cette mouvance-là et brodent autour des simulations obtenues sur leurs ordinateurs. Schindler, celui dont je vous ai parlé, et Ecki, son collaborateur, écrivent à propos des eutrofisations d'eau douce et aussi d'eau marine, la réduction de l'azote représente une très coûteuse tentative lancée à l'aveuglette, mais qui peut favoriser les cyanobactéries qui sont capables d'utiliser souvent l'azote de l'air, y compris en mer, plutôt que la qualité des eaux. C'est un monsieur qui a obtenu le prix Nobel, l'équivalent du prix Nobel pour l'écologie. Et j'échange avec lui, mais il est fatigué, vous le sentez aujourd'hui, il n'est pas présent. Après une expertise internationale, en Suède, on a arrêté de s'occuper de l'azote pour se focaliser sur le phosphore. Tous les modèles mathématiques qui sont utilisés, qui sont simplistes, présupposent le rôle déterminant de l'azote et ne peuvent absolument rien démontrer. La directive nitrate, dans ses considérants initiaux, est en contradiction avec l'écologie des milieux aquatiques, avec des notions élémentaires dans ce domaine. Elle prend seulement pour objectif de limiter les apports d'azote, alors que c'est le phosphore qui est le facteur de perturbation des milieux aquatiques partout dans le monde. Et alors, si vous voulez, bon, on a écrit des livres, on a essayé de rencontrer des gens, on a fait plein de choses. C'était le but d'ailleurs de notre association. On crée notre association pour que l'environnement soit abordé par des scientifiques, qu'on puisse y faire des débats et que ce ne soit pas un domaine qui soit réservé aux associations écologistes militantes. Je suis très content, je suis libéral aussi, je suis très content qu'elles existent, ces associations militantes, mais il est anormal qu'elles soient présentes dans les conseils départementaux, qu'elles soient partout, et qu'elles fassent la loi, et qu'on ne puisse pas discuter avec elles. C'était le but de notre association. Alors on a essayé, puisqu'il y a dans la directive nitrate, il y a des articles qui prévoient qu'il doit y avoir une commission qui fasse évoluer la directive au vu de l'évolution des connaissances scientifiques. On n'est jamais arrivé à organiser cette réunion, parce que si elle avait lieu, on avait un représentant de l'OMS à notre colloque de 2011 chez Christian Cabrol à la Pitié-Salpêtrière, il nous a dit, de toute façon, si on aborde le sujet, c'est pour abandonner la norme sur les nitrates. Voilà. Donc, on est incapable de corriger une directive. Et quand on voit ce que nous pondent les juristes, bah, on a du mal, c'est comme Coluche, on a du mal à comprendre la question qu'on avait posée. Hein. J'y patauge complètement sur toutes ces notions-là. Diapo d'après. Pourquoi est-ce qu'elle est ruineuse pour les agriculteurs? Comment? Pourquoi? Parce qu'on dit aux agriculteurs qu'il faut qu'ils se mettent aux normes, il faut qu'ils dépensent des centaines de milliers d'euros. Si le mec il se met pas aux normes, Pour des intérêts. il faut qu'il se mette tout de suite aux normes pour avoir des subventions. S'il n'a pas de subventions, etc. Enfin, ça sert à rien. Hein. Non, moi, quand je me suis mis aux normes, Oui. je suis devenu indépendant en minéraux. Peut-être. Mon usine d'engrais, elle était en dessous des vaches. Bravo, bravo. On en reparlera tout à l'heure. Je termine, j'y reste 10 diapos, ça va? Allez. L'écologie est-elle en opposition avec l'économie? C'est ce qu'elle prétend depuis le départ. L'irruption des considérations écologistes se sont positionnées comme ça. La nature n'aurait pas été prise en compte. Il y aurait une dégradation incessante, irréversible, et des catastrophes toujours inéluctables. On est dans l'ampleur de la destruction de notre planète. Il faudrait préserver, sauvegarder, face à l'homme, ce prédateur majeur, surtout l'homme occidental moderne. Vous savez, il y a une idée d'un milieu écologiste, la planète est malade et sa maladie c'est l'homme. Ça donne une idée déjà du positionnement humaniste. Et puis j'adore vous citer le slogan de l'écologie profonde, la deep ecology, celle où il y a les guerriers dans les arbres qui empêchent les routes de se faire ou autres. Pensez comme une montagne. De quel droit une économie anthropocentrée? Pourquoi l'espèce humaine domestique-t-elle les autres espèces et les développe alors au profit de l'homme? Mettez-vous à la place du sol et de la plante et de la roche qui se voit extraite dans une carrière. Non mais je rigole pas, hein. C'est l'idéologie de l'écologie profonde. Les véganes sont tout près de ça, hein. Oui. Bon.
Il faut bien sûr derrière, alors en plus, vous voulez, c'est la rejustification de l'économie administrée, puisque pour sauver cet environnement, il faut vraiment avoir une administration qui va tout contrôler, tout suspecter, tout taxer. Et on peut se poser la question, la collectivité a-t-elle la science écologique infuse? Moi qui suis un spécialiste qui vit de ça sans arrêt, je peux vous dire, la science, elle est faible. Elle est sur des a priori, sur des idées reçues. Elle ne vérifie pas ses hypothèses. C'est une science approximative, mais très prétentieuse, qui a trop d'apport. L'écologie aboutit, dans ces réglementations, à une limitation des droits de propriété. Récemment, dans la Meuse, j'ai appris que la SAFER, quand on achetait des parcelles, imposait des locataires qui soient des agriculteurs bio pour exploiter les terres. Je ne vais pas parler là de tout le discours et de tous les textes sur les zones humides, sous prétexte que la zone est humide et que c'est un milieu idyllique du point de vue environnemental, on ne peut plus rien en faire. On ne peut plus la drainer, on ne peut plus l'assainir. Ça devient un bien public, si vous voulez. Or, la propriété privée préserve l'environnement. Quel est le propriétaire qui n'a pas envie que sa terre prospère, et qu'elle garde sa fertilité, qu'elle garde sa valeur? Donc il y a clairement, un peu partout, des prétextes écologiques au service d'une nouvelle technocratie et d'une réglementation toujours plus contraignante. Diapo. Donc l'écologisme débouche sur l'inflation réglementaire et parfois sans qu'on sache pourquoi. On le constate et on le subit. Les lois de l'écologie sont inconnues. On vous parle des lois de l'écologie, alors ça me fait doucement rigoler. On ne sait pas de quoi on parle. Il n'y a pas des dicteurs des lois de l'écologie. Par contre, il y a des lois qui utilisent le prétexte écologique. Mais même les grands experts, l'ancien patron de l'INRA qui s'appelle Bernard Chevassus-Louis, vous parle à longueur de conférence des lois de l'écologie, il ne sait pas de quoi il cause. Mais ça fait bien, c'est vrai que c'est... On n'ose pas lui dire de quoi il cause, il continue. Alors, très souvent, vous constaterez qu'on fait appel à des experts qui sont des chercheurs. Et l'essentiel de l'expertise va consister à justifier les programmes de recherche qu'ils ont imaginés. On est dans le parfait juge et parti. Donc, ça a souvent très peu d'intérêt, mais ça fonctionne comme ça. Et c'est jamais dénoncé. Alors si c'est un gars du privé ou quelqu'un qui a serré la main à un éleveur ou à un agriculteur, là tout de suite c'est le gars qui est entaché de parti pris. Donc on a plein de directives illisibles, compliquées. Je passe mon temps, j'ai un juriste à plein temps dans ma société pour essayer de décortiquer tout ça et trouver le moyen de continuer à vivre et de produire sans avoir honte et sans avoir à s'excuser vis-à-vis de la collectivité. Ce qui est quand même souhaitable, hein, puisque la production agricole agroalimentaire, elle est indispensable. Hein. Moi, j'ai pas envie de faire tous les soirs mon jardin pour faire une soupe et pour dîner. Hein. Je trouve bien commode d'avoir dans le réfrigérateur tout ce qu'il faut pour préparer de quoi dîner. Alors, voilà, je vais terminer. L'écologie, au départ, c'est une science. Très vite, c'est devenu une discipline qui veut reconsidérer toute l'économie, toute la politique. J'ai mis R et R. Radical et révolutionnaire implicitement. C'est une idéologie. Oui, complètement. Qui a remplacé d'ailleurs une autre, hein, dont beaucoup sont encore orphelins. Il y a une multitude d'intervenants, il y a des préconisations dans tous les sens. On a du mal à trouver ces petits. C'est très confus. On parle d'autres boudins parfois. Bon. De science, c'est devenu une idéologie bien souvent. Vous remarquerez que beaucoup d'intervenants ne s'attachent pas à vérifier les hypothèses. C'est-à-dire, ils parlent de leurs convictions, ils ne démontrent jamais rien. D'ailleurs, j'ai du mal à penser que le biologiste sait démontrer. Dans la discipline des sciences biologiques, on a beaucoup de mal à démontrer. On affirme des trucs, on saoule son auditoire, mais on ne démontre jamais. Très souvent, ou rarement. Je dis qu'il n'y a pas de débat possible, et c'est important qu'on en ait un ce soir, et qu'on ait l'occasion de dire qu'il y a plein de choses qui sont répétées, mais qui sont fausses. Même si tout le monde le croit, ce n'est pas pour autant juste. On a sur le terrain des acteurs désemparés, avec de faux objectifs, de fausses solutions, chacun trouve un peu son truc,
une efficacité globalement en berne. Mais je pense que dans d'autres régions, dans d'autres pays, on doit bien rigoler des sujets sur lesquels on se prend les pieds dans le tapis pour oublier la vertu de la production agricole, production primaire. Diapo d'après. Alors que faire? D'abord, ça c'est mon point de vue, tout vérifier. Ne pas prendre pour acquis ce qu'on vous dit. Vous savez qu'il y a eu un grand progrès en médecine qui a été fait dans les années 60, après la guerre, 39-45, c'est evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine par épreuve. On arrête de croire un gars parce qu'il est fort ou je sais pas quoi, non. Qu'est-ce que t'es bien ce que tu dis, mais démontre-nous pourquoi tu as raison de dire ce que tu dis. Evidence-based écologie reste complètement à faire. C'est pas le gars qui sait, qui raconte, qui fait son cinéma. Si vous avez écouté le responsable du Muséum d'histoire naturelle, là, Gilles Boeuf, c'est du délire. Il est plaisant à écouter, si vous voulez. Il vous anime une soirée formidable. Mais c'est tout creux, quoi. C'est pas de la science, c'est un discours de foire. Il a été embauché par Madame Ségolène Royal, là, Oui. dans son cabinet. Ah oui. Bon. Pitié. Je travaille sur l'environnement réel. Je tiens ça d'ailleurs de Michael Crichton, le grand romancier qui avait fait Jurassic Park, qui a écrit State of Fear, état d'urgence, où il dit quand même c'est incroyable, en environnement, on a essentiellement des gens qui sont devant leur écran d'ordinateur, qui ne sont pas sur le terrain. Ah oui, l'environnement réel, il est sur le terrain, c'est là qu'il faut aller mesurer, c'est là qu'il faut vérifier toutes les théories qu'on peut avoir. Les faits sont toujours très supérieurs au discours qu'on peut faire. A priori, forte raison. Les modélisations et les simulations qu'on en tire, lorsqu'elles n'ont pas été validées, ne démontrent jamais rien. Par contre, ça fait de l'esbrouf, ça permet de faire plein de publis, ça permet de faire les marioles devant des gens qui ne comprennent rien, qui n'ont pas les connaissances pour comprendre, mais c'est qu'une construction arbitraire et éminemment discutable et qui ne démontre rien. Il faut chaque fois qu'on peut s'appuyer sur de la science qui vérifie ces hypothèses. Vous remarquerez que tout le monde, le juriste, l'économiste, le sociologue, tous ils veulent être scientifiques, sauf que bien souvent ils ne vérifient pas leurs hypothèses, quoi. Donc on ne sait pas de quoi ils causent. On n'a aucun moyen, au sens de Karl Popper, de vérifier si c'est juste ou si c'est faux ce qu'ils disent. Il faut résister tant que faire se peut à toutes les affirmations infondées, tous ces drames irréversibles que notre planète subirait à cause du vilain homme moderne qui a tous les torts, qui constitue un vrai catéchisme, une vraie désinformation collective. Au passage, nos enfants subissent ça de la maternelle jusqu'à Bac plus 7. Vous avez des gens qui sortent avec un diplôme de l'ENA ou autre, qui sur ces questions d'agriculture et d'environnement sont très très en dessous du niveau du certificat d'études il y a 30 ou 40 ans. Hein. Et c'est gravissime. Hein. Bon, il faudrait s'appuyer sur la responsabilité des professionnels. Un professionnel, c'est pas un gars qui veut produire pour détruire ses concitoyens et puis leur apporter des produits désagréables ou dangereux, et puis laisser un peu de liberté d'action, sous responsabilité bien sûr. Alors, je vais vous parler aussi, en dernière diapo, d'une structure qu'on m'a demandé grâce à Marie-France Suive notamment, qu'on m'a demandé de rebooster, qui s'appelle International Center for Research on Environmental Issues. Donc, c'est l'ICRI. Il y avait Christian Stoffaes tout à l'heure. Il est parti. Ah bon. Il y avait Christian Stoffaes qui en est le président. Il est possible que je participe du conseil d'administration dans les mois qui viennent. Et on voudrait, avec cette structure qui a déjà beaucoup de background, beaucoup de colloques et de conférences, des bouquins fort intéressants, surtout émanant d'économistes et de juristes, on voudrait créer un think tank, un laboratoire d'idées, pour aboutir à une force de proposition sur une autre politique environnementale que celle qu'on subit, influencée par des militants écologistes dont on voit la qualité d'ailleurs à l'ampleur des scores qu'ils récoltent et leurs divisions incessantes sur des broutilles. Le catéchisme écologiste
est insuffisant et il faut, face à ça, une analyse sérieuse, aboutir à des correctes hiérarchies et à négliger ce qui est négligeable ou secondaire pour s'intéresser à ce qui est essentiel. Les erreurs au nom de l'écologie sont innombrables. J'en suis à me demander quel est le sujet correctement traité dans les laboratoires qui se piquent d'écologie. Vraiment, la plupart, c'est des problèmes mal posés, des a priori, et puis on laisse la liberté. Il n'y a pas de direction de recherche en sciences en France. C'est le chercheur qui, du haut de sa vue, imagine les thèmes qu'il faut développer et le laboratoire et les subventions qu'il faut qu'il acquiert pour faire vivre ses collaborateurs. On va essayer de mettre l'imagination juridique, économique et scientifique au service de l'environnement, avec 3 collèges juridiques, économiques et scientifiques, pour aborder enfin l'environnement réel, le concret, le pratique, l'économie. On essaiera d'imaginer des solutions, apprécier leur faisabilité et leur impact, y compris avec l'acceptation sociale. On voit avec la crise des gilets jaunes, l'acceptation sociale de l'urgence climatique, elle n'est quand même pas au rendez-vous. Il faut sans arrêt poser les questions en attendant les réponses pour espérer que cette urgence climatique perdure. Voilà. Il y a encore plein de chemins pour une vraie écologie, vraiment scientifique, vraiment sérieuse, sur laquelle on puisse appuyer nos décisions sans se fourvoyer. Je vous remercie. Évidemment, je suis à votre disposition pour répondre, ou en tout cas tenter de répondre aux questions que vous voudrez bien poser. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les nitrosamines? Alors, les nitrosamines, oui. Depuis toujours, pour les nitrates, on a dit que les nitrates vont se transformer en nitrites dans l'organisme. Et les nitrites vont se lier avec des composés, des acides aminés, pour fabriquer ce qu'on appelle des nitrosamines. C'est une famille de substances, donc nitrites plus amines. Il y a quelques équipes de recherche, notamment en Hollande, aux États-Unis, qui depuis 40 ans essayent de nous dire l'impact de ces nitrites sur le développement de cancer. Parce que dans la famille des nitrosamines, il y a des substances, il y a des nitrosamines qui sont cancérigènes chez le rat. Ça a été prouvé en laboratoire. Toutes les recherches sur ce sujet ont abouti à une impasse totale. On n'a jamais pu faire le lien entre la consommation de nitrates et de nitrites, les nitrosamines et les cancers, notamment chez l'homme. Par contre, il y a des nitrosamines dans la bière. Quand vous faites du barbecue, quand vous faites... Dans notre alimentation, il y a naturellement, dans les process de transformation alimentaire, il y a des nitrosamines, parfois en quantité importante. Pour autant, ça ne provoque pas une interdiction de la consommation de ces produits. Il n'y a pas de danger de la consommation de ces produits. On peut boire de la bière, bon, sauf après l'excès d'alcool, évidemment, qu'il faut limiter. Mais il n'y a aucune norme au monde sur les nitrosamines, ni dans l'eau, ni dans les nourritures. Les nitrosamines, c'est une famille de molécules. On a essayé de chercher le lien entre nitrate et nitrite. L'OMS et tous les organismes qui s'occupent de santé ont abouti, après 40 ans de recherche, à dire qu'il n'y a aucun lien et il n'y a aucun problème de nitrosamine. Mais, si vous attendez chez le dentiste, vous regardez Match ou je ne sais quelle revue, à chaque fois la litanie du journaliste, on vous remet les nitrates, les nitrites, les nitrosamines, voilà, puis c'est cancérigène, alors là, ça fait peur à tout le monde. C'est tout le contraire, hein, puisqu'aujourd'hui on sait que les nitrates, les légumes riches en nitrates et les nitrates nous protègent des maladies cardiovasculaires, et nous protègent également des cancers. Donc on a une santé, d'ailleurs des végétariens entre autres, hein, qui de ce point de vue-là consomment beaucoup plus de nitrates et qui n'ont aucun problème particulier. Donc les nitrosamines, c'est ce qui est mis en avant souvent. Mais je pourrais vous envoyer toute la documentation qu'il y a sur le sujet. Aujourd'hui, c'est... Alors évidemment, le pauvre chercheur qui a choisi ce thème-là il y a 30 ans, il va dire on n'a pas cherché sur tout, il faut continuer de combattre, ah là là. Oui, ok, on a bien compris, mais enfin, si on regarde vos publis, il ne ressort rien. Est-ce qu'on a compris pourquoi ça affectait les règles, par exemple?
Comment? Non, Pourquoi ça non, ça je ne le sais pas, je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est ça qui serait intéressant. Non, mais si vous voulez, c'est un peu un faux problème, quoi. C'est-à-dire que, il y a un moment donné, on arrête de chercher sur des sujets où il n'y a pas de solution. Oui. Il faut faire. Est-ce que vous faites la distinction entre glyphosate et Roundup? Parce que. Oui, on doit la faire aujourd'hui. Non, mais parce que si vous retirez le glyphosate du Roundup, il reste des composants qui sont herbicides. Hein. Oui, Et Non, ce certains, sont des détergents démouillants. certains qui sont extrêmement. Non, il n'y a pas que des mouillants. Hein, Il y qui a sûrement sont des mouillants. extrêmement dangereux. Peut-être, je ne sais pas ça. Dans le Roundup, J'ajouterais en plus, sur tout ce qui est le plus dangereux, ça serait plutôt les métaux lourds qui sont contenus dedans. oui. Parce que le glyphosate, c'est une partie, ça fait partie, Mais c'est un constituant. c'est la molécule active, normalement. Voilà, Ah c'est ouais. un constituant et je crois que c'est 20 ou 30% par rapport à 100 ml, on aurait 20 ou 30% de Oui, mais il y glyphosate. a beaucoup d'eau. Tout le reste, bien sûr qu'il y a de l'eau, Il y a de évidemment. l'eau, c'est pas c'est une- sûrement le premier composant. grammes par litre de produit Et vendu. ensuite, on a des métaux lourds, Entière. et c'est ces métaux lourds qui sont aussi très... Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Non, normalement, il n'y a pas de métaux lourds. Ah si, ah non mais attendez, si, il y a des métaux lourds. Dans le Roundup, il y a des métaux lourds. Oui, Il faut faire Bah, le mercure, cadmium, aluminium, etc. Vous alignez des métaux lourds. Madame vend des compléments alimentaires. donc Non, elle a un peu non, de- à la base, c'est pas que je vends des compléments. Non, à la base, je suis en nutrithérapie, je suis thérapeute.